Tonight, President Trump out with the federal law enforcement he's deployed to the streets of D.C., touting progress in his crackdown on crime. We've had some incredible results. It's like a different place. It's like a different city. It's the capital. All of it as the president is celebrating a major legal victory with a New York appeals court throwing out a roughly $500 million civil judgment against him. I had a victory today. Certains épisodes se distinguent non pas par leur issue, mais par ce qu'ils révèlent sur le système. Le mardi 20 janvier 2026 au matin, une décision prise à l'unanimité par l'une des chambres de la Cour d'appel du deuxième circuit à New York a autorisé le maintien d'une ordonnance d'exécution patrimoniale contre un conglomérat privé directement lié au président en exercice. Bien que techniquement prévue dans la procédure judiciaire de l'État, cette décision a contredit les attentes politiques et juridiques en étant maintenue sans la suspension automatique traditionnelle résultant des recours en cours. Plus qu'une simple mesure juridique, cet épisode a été interprété comme l'accélération d'un processus qui, jusqu'alors, opéré en coulisses et qui avance désormais avec un soutien officiel pour interférer dans les structures financières liées au président en exercice. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Quelques minutes après la publication du jugement, les services juridiques de l'État de New York ont pris contact avec le bureau du shérif du district pour demander l'exécution matérielle de la mesure. Le jour même, au moins 3 institutions financières ont été invitées à préparer des blocages préventifs sur les comptes associés aux entités mentionnées dans la procédure. Bien qu'aucune de ces mesures n'implique à ce jour de restrictions directes à la liberté individuelle ou à l'exercice de la fonction, l'effet sur la perception de la stabilité de l'exécutif a été immédiat avec des répercussions sous forme de déclarations discrètes au sein du Congrès et de consultations d'urgence de la part des conseillers juridiques de la Maison-Blanche auprès de la Cour suprême. Au sein de l'entourage présidentiel, la première interprétation a été celle d'une escalade institutionnelle non déclarée. Des sources proches du service juridique ont indiqué qu'il existait une inquiétude quant à la possibilité que des mesures similaires se multiplient à partir de précédents qui, jusqu'alors, étaient considérés comme exceptionnels. La question ne portait plus uniquement sur les valeurs financières ou la propriété immobilière. L'accent s'est déplacé vers le risque de blocage des instruments opérationnels qui soutiennent l'identité entrepreneuriale du président. Une partie de la crainte se concentre sur la manière dont ces actions peuvent interférer avec la routine des biens immobiliers qui, en plus d'être commerciaux, abritent des activités stratégiques de sécurité nationale, comme c'est le cas dans des étages entiers contrôlés par les services secrets. La réaction de l'entourage présidentiel, bien que contenue dans les canaux formels, s'est accompagnée d'une tension croissante. La difficulté ne réside pas seulement dans les limites pratiques entre la juridiction étatique et fédérale, mais aussi dans l'absence de précédents où des mesures patrimoniales civiles empiètent sur les structures associées au chef de l'État pendant l'exercice de son mandat. Ce type de scénario met sous pression les mécanismes internes d'accommodation institutionnelle, car il exige que les organes de sécurité, de justice et de contrôle administratif opèrent simultanément pour défendre le principe fédératif, l'ordre public et la neutralité fonctionnelle. Le défi consiste à éviter que l'application d'une décision judiciaire légitime ne franchisse la ligne ténue qui la transformerait en un déclencheur de conflit entre les sphères du gouvernement. Dans les coulisses du Congrès, cet épisode a également provoqué des mouvements de contention. Les parlementaires des 2 chambres ont demandé des avis techniques sur la possibilité d'une ingérence fédérale dans les ordonnances d'exécution patrimoniale rendues par les tribunaux d'État. Bien qu'il n'y ait, à ce jour, aucune initiative formelle visant à suspendre la décision par le biais d'un projet de loi ou d'une résolution législative, cette évolution indique que la question a quitté le domaine de l'analyse juridique
et est désormais considéré comme un risque potentiel pour l'équilibre politico-institutionnel. Ce changement est particulièrement pertinent dans un contexte de resserrement mondial, du crédit et de perception accrue de la vulnérabilité du système financier américain après les récents impacts venus d'Asie. Le moment où la décision a été exécutée soulève également des questions sur le degré de coordination entre les facteurs juridiques et les variables économiques. La perte de confiance dans les marchés asiatiques, en particulier après la crise de liquidité dans le système de garantie géré par des assureurs ayant des liens transnationaux, a affaibli le mécanisme de cautionnement qui soutenait le recours du président devant les tribunaux civils. Avec l'effondrement partiel de cet arrangement, le soutien financier du processus a perdu le fondement technique nécessaire, ouvrant la voie à une exécution immédiate. La jurisprudence de l'État sur ce point n'exige pas l'intention frauduleuse, mais seulement un manquement objectif aux obligations. La détérioration des garanties, ajoutée à la difficulté de les reconstituer en temps utile, a permis à la mesure d'avancer avec un soutien juridique. Ce type de décalage entre les finances mondiales et la stabilité intérieure n'est pas nouveau, mais il touche rarement le centre du pouvoir politique de manière aussi directe. C'est dans cette imbrication entre l'effondrement technique des instruments financiers et l'application locale de mesures coercitives que réside la singularité de l'épisode. La présidence n'est pas remise en cause par un adversaire politique ou une crise de gouvernabilité. Elle est mise sous pression par un mécanisme impersonnel, actionné par des rouages juridiques et économiques qui ne répondent pas à des agendas électoraux ou à des pactes partisans. La question qui se pose alors n'est pas seulement celle de la légitimité de la décision, mais aussi celle des limites réelles de la protection institutionnelle qui entoure le titulaire de la plus haute fonction du pays, lorsque les tensions se produisent en dehors de l'arène politique traditionnelle. Nous suivons ce type de déplacement avec attention dans nos éditoriaux, car il révèle quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement de la République. Lorsque les décisions judiciaires commencent à avoir des répercussions structurelles au cœur de l'exécutif, l'enjeu dépasse les simples disputes juridiques. Cela montre comment les systèmes sont connectés, comment ils réagissent et jusqu'où ils résistent. Si vous suivez notre chaîne, vous savez que notre objectif est le suivant: comprendre les points de friction qui n'apparaissent pas dans les gros titres, mais qui font bouger les choses. C'est dans ce contexte que l'épisode prend une ampleur plus large, non pas en raison d'une rupture supposée, mais en raison de la manière dont divers mécanismes constitutionnels et administratifs se sont trouvés contraints de répondre simultanément à un mouvement qui avance sur plusieurs fronts. D'un côté, les tribunaux d'État appliquent les prérogatives traditionnelles de l'exécution civile. De l'autre, les organes fédéraux discutent de l'étendue du bouclier institutionnel qui protège le président. Et, au milieu, les entités financières privées ajustent leur stratégie face à un scénario qui implique un risque juridique, une instabilité de liquidité et une exposition politique. La superposition de ces éléments ne constitue pas en soi un effondrement institutionnel, mais elle indique que le réseau de contention entre les pouvoirs, conçu pour absorber les chocs prévisibles, est mis à l'épreuve par une succession d'événements qui ne suivent pas le scénario conventionnel. À partir de là, l'analyse passe de l'événement isolé à la manière dont le système tente de l'accommoder. L'un des premiers signes en a été la démarche du procureur général de la République qui a demandé, à titre confidentiel, une évaluation de la Cour suprême sur les limites de l'ingérence civile des États dans les structures associées à un titulaire de l'exécutif fédéral. La Cour, en ne se prononçant pas immédiatement, a choisi de maintenir la procédure d'évaluation ordinaire, signalant qu'elle ne reconnaît pas, du moins pour l'instant, un risque constitutionnel incontournable. Ce choix, bien que procédural, a été interprété en coulisses comme un geste de recul stratégique. En n'interrompant pas le flux des décisions étatiques, la Cour suprême évite d'être perçue comme une instance de protection préalable, ce qui préserve sa marge de manœuvre future au cas où l'impasse s'aggraverait.
Ce type de calcul institutionnel se répète à d'autres niveaux. Le département du Trésor, par exemple, a publié une circulaire interne demandant aux banques ayant des contrats actifs avec des entreprises liées à l'organisation faisant l'objet de l'enquête de coopérer étroitement avec les autorités étatiques, à condition que les conditions légales de notification soient respectées. Cette mesure, bien que rédigée dans un ton technique, indique qu'il n'y aura pas d'intervention administrative pour empêcher les blocages ou les restructurations financières autorisées par la justice. Le fisc fédéral, quant à lui, a demandé aux tribunaux un accès exceptionnel aux données bancaires susceptibles d'éclaircir d'éventuelles interférences de garantie fiscale sur les actifs répertoriés. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle quant à l'utilisation de ces informations, cette demande indique que plusieurs organismes ont commencé à traiter cette affaire non pas comme une exception, mais comme un cas de risque systémique à surveiller attentivement. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'avancement de l'exécution a provoqué plus qu'un simple malaise politique. Elle a modifié le rythme interne d'évaluation des risques au sein des agences de régulation, impactant même les décisions opérationnelles des institutions financières étrangères exposées au marché immobilier américain. Des fonds présents sur des places boursières telles que Francfort, Toronto et Abu Dhabi ont commencé à revoir leur portefeuille liés à des actifs de premier plan associés au pouvoir public. Anticipant que le degré de prévisibilité institutionnelle aux États-Unis, même en situation de stabilité formelle, peut varier en fonction de l'intégration entre la politique, l'économie et la justice. Il s'agit d'un changement de comportement qui, même sans rupture déclarée, redessine les flux de confiance sur lesquels reposent des décisions portant sur des milliards de dollars. Sur le plan politique, cet épisode a déclenché des mécanismes de contention typiques des moments de tension institutionnelle, bien que de manière fragmentée. Au Sénat, les dirigeants des commissions permanentes ont entamé des discussions confidentielles sur le rôle du Congrès au cas où la crise patrimoniale se transformerait en impasse fonctionnelle. La Constitution n'établit pas de ligne claire sur le moment précis où un problème civil devient un obstacle à la gouvernabilité. Mais la récurrence des consultations des avis techniques de la bibliothèque législative, axée sur l'historique des invocations de l'article 25 de la Constitution, révèle que l'hypothèse d'un dysfonctionnement exécutif fait désormais partie des préoccupations de certains acteurs. Jusqu'à présent, rien n'indique qu'il y ait eu des articulations formelles en ce sens. Mais la simple mobilisation de ressources interprétatives montre que l'affaire a dépassé le cadre de la gestion normale. Dans le domaine économique, le moment de l'exécution a coïncidé avec la reconfiguration brutale des mécanismes de financement privés, en particulier ceux qui opéraient en tant que garants secondaires de dettes judiciaires importantes. La chute du marché des titres au Japon, responsable indirect de la dévaluation des garanties financières, a mis en évidence la fragilité d'un modèle basé sur l'interdépendance entre la liquidité asiatique et la solvabilité des groupes économiques occidentaux. Le retrait soudain de ce capital, bien que catalysé par des facteurs externes, a été le déclencheur d'une crise nationale. Car il a précisément touché le maillon qui maintenait en suspens l'exécution contre les actifs du conglomérat. Cette intersection entre les chocs financiers mondiaux et les décisions juridiques locales est ce qui rend la situation si singulière d'un point de vue institutionnel. Il ne s'agit pas d'une défaillance individuelle, mais d'un point de friction entre des systèmes qui fonctionnaient dans un équilibre précaire. Cette interaction entre les facteurs financiers, juridiques et institutionnels a également été observée par les dirigeants internationaux. Bien qu'aucun gouvernement ne se soit officiellement exprimé, des analystes liés à des agences multilatérales ont identifié une tendance à la réévaluation du risque politique américain dans les rapports des institutions de crédit.
non pas en raison de doutes sur la solvabilité de l'État, mais en raison de l'incertitude quant à la séparation entre l'autorité politique et la stabilité patrimoniale individuelle dans des situations extrêmes. Ce type de perception, lorsqu'il se consolide, n'affecte pas seulement le titulaire du poste, mais aussi l'architecture de prévisibilité institutionnelle qui sous-tend les engagements commerciaux et stratégiques à l'échelle mondiale. C'est pourquoi l'épisode actuel ne peut être interprété uniquement comme l'exécution d'une décision judiciaire à l'encontre d'un individu. Il met à l'épreuve la capacité des institutions à maintenir leurs fonctions essentielles dans des situations où les frontières entre le personnel et le public deviennent floues. Plus encore, il oblige les opérateurs du système à agir sous l'observation croisée de multiples sphères de pouvoir, tout en essayant de préserver l'équilibre fonctionnel. L'enjeu n'est pas seulement un ensemble de biens immobiliers ou de comptes bancaires, mais la manière dont le pays gère, sur le plan juridique, l'accumulation de pouvoir de ses dirigeants et les risques associés à la concentration patrimoniale au cœur de la vie publique. C'est sur ce type de convergence que la chaîne concentre son attention. Nous suivons la manière dont les décisions techniques, souvent invisibles dans la couverture quotidienne, s'articulent en chaînes d'impact qui reconfigurent lentement les zones de stabilité institutionnelle. En suivant nos analyses, vous restez connecté à ce qui compte vraiment, même lorsque le système tente de fonctionner. La situation actuelle a été interprétée à partir de clés différentes quant à ce qui est exactement soumis à pression. Pour certains observateurs, l'épisode se limite à la soumission d'un président à des décisions judiciaires qui font partie du fonctionnement ordinaire du système juridique. Pour d'autres, cependant, il s'agit clairement d'un test des limites structurelles des institutions face à une situation qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire récente. Parmi les juristes qui adhèrent à une interprétation strictement normative, la saisie immobilière en cours est considérée comme une application normale de la législation civile, sans que cela ne constitue une ingérence dans les compétences fédérales ou une violation de l'autonomie fonctionnelle de la présidence de la République. Cette interprétation part du principe que la fonction ne confère pas d'immunité patrimoniale et que la séparation entre la personne physique et la fonction publique doit être préservée, même si cela entraîne des frictions opérationnelles ou des désagréments politiques. En revanche, un courant analytique qui gagne en importance parmi les experts institutionnels et les conseillers juridiques proches des dirigeants du Congrès national soutient que le cœur du débat ne réside pas dans la validité juridique de la décision isolée, mais dans les effets qu'elle produit lorsqu'elle est considérée conjointement avec d'autres facteurs. Lorsque l'exécution touche des actifs classés comme sensibles, tels que des biens immobiliers soumis à des régimes de protection fédérale ou des structures d'entreprise liées à des contrats actifs avec le gouvernement, il existe alors un risque d'impact indirect sur la capacité à gouverner. Ce risque s'amplifie lorsque ces actifs sont liés à des domaines stratégiques, notamment la sécurité nationale, les systèmes logistiques essentiels ou les opérations diplomatiques. Bien qu'il n'y ait à ce jour aucune interruption concrète de ces flux, la simple hypothèse a suffi à déclencher des alertes au sein des commissions législatives chargées de la supervision institutionnelle. Dans ce contexte, les décisions techniquement légitimes sont également réévaluées selon des critères de proportionnalité et d'impact fonctionnel sur le cœur du pouvoir exécutif. Un autre élément central du débat concerne le précédent institutionnel qui pourrait être créé. Certains juristes avertissent qu'une exécution apparemment restreinte pourrait ouvrir la voie à de futures interventions patrimoniales résultant de litiges sans rapport avec l'exercice du mandat. La crainte est que, sans une délimitation claire de l'exceptionnalité, cet épisode contribue à affaiblir la protection fonctionnelle associée à la présidence de la République, y compris dans des scénarios politiques moins polarisés. À l'inverse, d'autres experts estiment que ce risque reste théorique et que le système juridique dispose de garanties suffisantes pour empêcher toute généralisation abusive. Néanmoins,
Le fait que cette controverse fasse déjà l'objet d'un débat indique que la tension n'est plus ponctuelle et fait désormais partie intégrante de l'horizon de planification institutionnelle. Les répercussions économiques restent également incertaines. Les actifs soumis à des procédures de liquidation forcée ont tendance à subir une dévaluation immédiate, ce qui peut déclencher des effets en chaîne. À cela s'ajoute la possibilité que les créanciers privés interprètent cet épisode comme un signal pour réévaluer les garanties et les contrats en vigueur. Dans les secteurs à grande échelle, tels que l'énergie et les infrastructures, il est courant de trouver des clauses de stabilité institutionnelle qui prévoient des révisions automatiques en cas d'événements considérés comme perturbateurs pour le leadership politique. Il n'y a pas encore de confirmation que ces clauses seront activées dans ce cas précis, mais le simple fait qu'elles soient prises en considération par les analystes de risque démontre la portée systémique attribuée à cette décision. Dans le domaine politique, les effets restent indéfinis. Des sondages récents indiquent des fluctuations modérées dans la base de soutien présidentiel, sans changement structurel à ce jour. Néanmoins, l'exécution judiciaire occupe désormais une place importante dans les discours électoraux et les manifestations publiques. Pour une partie de l'électorat, cet épisode est interprété comme un signe de persécution institutionnelle. Pour une autre, il est considéré comme un signe de fragilité ou de perte de contrôle. Cette ambiguïté crée une instabilité narrative qui peut être exploitée tant par les adversaires que par les alliés, rendant difficile la consolidation d'un consensus interprétatif, même au sein de la base gouvernementale. Les parlementaires positionnés au centre de l'échiquier politique ont manifesté leur malaise face à la manière dont la crise est traitée dans le discours officiel. Ils craignent que la personnalisation excessive du conflit ne transforme un litige patrimonial en symbole de confrontation entre institutions. Des propositions circulent encore de manière informelle pour la création d'un mécanisme temporaire de médiation entre les entités fédérales concernées, dans le but de préserver la stabilité pendant que se définit la frontière entre ce qui relève du juridique et ce qui relève du politique. Cette alternative se heurte toutefois à la résistance de certains secteurs du pouvoir exécutif, qui y voient le risque de légitimer une ingérence qu'ils souhaitent neutraliser complètement. Il n'y a pas non plus de consensus sur l'opportunité d'une intervention de la Cour suprême. Une partie de la presse spécialisée souligne qu'une déclaration directe pourrait contribuer à stabiliser l'environnement institutionnel. D'autres analystes, cependant, avertissent qu'une décision précipitée pourrait compromettre l'autorité de la Cour, en l'impliquant explicitement dans un conflit hautement politique. Le dilemme est stratégique. Intervenir trop tôt peut être interprété comme un alignement. Intervenir trop tard peut être perçu comme une omission. L'interprétation qui prévaut dans les milieux juridiques est que la Cour cherchera à préserver sa position d'instance finale, en évitant d'être entraînée dans un conflit dont les coûts ne sont pas encore pleinement mesurables. Enfin, il existe une préoccupation moins visible, mais centrale, liée à l'intégrité de la chaîne décisionnelle au sein du pouvoir exécutif. Des rapports internes d'agences fédérales indiquent le risque que la crise patrimoniale devienne un facteur de distraction permanent pour la présidence de la République, affectant sa capacité de réponse dans des domaines sensibles tels que la politique étrangère, l'élaboration du budget et la cybersécurité. Il ne s'agit pas d'une défaillance administrative, mais d'une surcharge opérationnelle. Un gouvernement soumis à une défense juridique continue a tendance à fonctionner selon un régime de priorité sélective, ce qui, dans des contextes de pression multiples simultanés, peut compromettre la mise en œuvre de politiques publiques ayant des effets à long terme. Sur la scène internationale, les réactions restent à observer. Les gouvernements alliés suivent de près le déroulement des événements, notamment en raison des accords stratégiques en cours. Même si le fonctionnement institutionnel des États-Unis d'Amérique n'a pas été officiellement affecté, la perception extérieure d'instabilité peut influencer les négociations. Cela inclut les traités commerciaux à un stade avancé,
les initiatives de coopération en matière de sécurité énergétique et les engagements de financement climatique impliquant des banques multilatérales. En fonction de la durée et de l'intensité de la crise, certains de ces processus peuvent subir des retards ou des reconfigurations. L'issue immédiate dépendra des décisions qui sont encore en cours. La Cour suprême peut choisir de maintenir ou de suspendre l'exécution. Les institutions financières peuvent décider d'étendre ou non les blocages sur des actifs supplémentaires. Le Congrès national peut choisir entre garder le silence public ou lancer des mouvements discrets de contention. Aucune de ces décisions prises isolément ne sera déterminante. Cependant, leur somme définira la manière dont cet épisode sera compris à l'avenir, en tant qu'expression de sa véritable signification institutionnelle. La chaîne continuera à suivre chaque étape de ce processus en prêtant attention aux interactions entre les différents centres de pouvoir. En période de tension institutionnelle, you don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. où se déplace le centre de gravité de la République.